vous êtes pédiatre, c'est votre fonction officielle, mais vous êtes également auteur d'une très longue lignée d'essais Oui. que vous avez qui sont nourris de votre pratique. Alors j'ai regardé un peu, j'ai pas tout lu, hein, loin de là, mais j'ai regardé un peu ce que vous aviez, cette diversité d'ouvrages que vous avez publiés. Alors il y en a qui sont consacrés à l'enfance, la santé de l'enfant, la grossesse. Bon, tout ça c'est assez attendu d'une certaine façon de la part d'un pédiatre. Mais alors vous avez abordé également d'autres sujets qui ont largement débordé ce cadre, avec des ouvrages... Jamais. Jamais. Ils n'ont jamais débordé. Ah bon? Ils ont toujours été des livres de pédiatres. Écrits par un pédiatre, mais allant Écrits par un pédiatre, mais deux pédiatres. C'est-à-dire, ça tourne toujours autour de l'enfant. L'enfant avec son environnement, sa famille. Mais comment voulez-vous qu'il y ait un enfant sans environnement? Très bien. Donc ce sont des livres de pédiatres et qui placent l'enfant effectivement au cœur d'une relation familiale que vous développez. Et alors là, donc vous avez écrit Une place pour le père, Le couple et l'enfant, Les filles et leur mère, 400 000 exemplaires, je crois, donc grand succès en 98, publié en 98. Les pères et les mères, nous restons dans la famille toujours, et aussi les belles-mères, les beaux-pères, les brus et leurs gendres, tout un monde que vous avez réussi à tenir sous votre œil dans un seul volume. Mais vous êtes aussi penché sur d'autres configurations qui sont liées également à la famille, l'inceste, l'adultère et même la question de l'argent dans les couples. Voilà. Donc en moins de 40 ans, vous avez écrit 20 essais, 20 ouvrages. 26. 26 Ah oui. ben alors écoutez, c'est le 26e. C'est le 26e. C'est le 26e, alors oui. bon, j'en ai perdu quelques-uns en route. Merci du compte. Mais enfin, ce qui est certain, vous êtes d'accord, à moins qu'il y en ait un qui soit caché. Il me semble que ça, c'est le dernier né des bouts c'est le dernier d'existence. né. Oui. Il n'y en a pas un, vous n'allez pas accoucher Non. prochainement d'un nouveau-né. Pas du tout, pas du tout. D'accord. Alors celui-là, il est quand même un peu particulier, un peu différent, parce que celui-ci, tout le monde le sait un petit peu ici déjà, dans celui-ci, vous parlez de vous. De vous, de votre famille, de vos relations familiales. À mon corps défendant. À votre corps défendant. C'est ça qui est un petit peu particulier, parce que vous le dites assez rapidement dans votre livre. Vous ne vouliez pas écrire une autobiographie. Alors, vous le dites, vous l'expliquez. Non, si vous le permettez, oui, je donnerai une précision. Allez-y. Je dirais que je n'ai jamais écrit mes livres. Ils se sont écrits par moi. D'accord? C'est-à-dire que je ne savais pas que j'étais... Envers et contre vous? Non, je ne savais pas que j'étais enceint d'un thème jusqu'au moment où il est sorti. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, quand vous prenez les pères et les mères, ben oui, je pensais des pères et des mères, et puis ça se mettait dans ma tête, puis je ne pensais pas, etc. Et à un moment, je me dis, bon, tiens, ce serait intéressant de reprendre ce thème des pères et des mères. Je me mets le 3 novembre, je me souviens très bien, je me mets le 3 novembre devant l'ordinateur et je remets le manuscrit le 4 février. Donc, je n'ai aucune difficulté. Ça s'écrit tout seul. C'est pas moi. Moi, je suis que le scribe. Vous voyez? Donc, les livres sont écrits, ils sortent comme ça. Tous les livres, hein, y compris adultère, y compris l'inceste, etc. Et puis, il se passe quelque chose, c'est que là, ce livre-là, c'est une commande. Une commande très particulière. Très particulière sur mes enfants qui me demandent d'écrire des contes comme ils en avaient entendu quand ils étaient enfants. Je leur ai dit, il n'en est pas question. Et ça a duré quand même 2 ans de négociation. Oui. Alors, et avec quelque chose de très, très touchant. C'était mes filles qui montaient au front, leur frère les soutenait du regard, les soutenait mais n'intervenait pas beaucoup. Et alors quand je dînais avec l'une, elle insistait et je lui disais non, il n'en est pas question. Mais c'est pas c'est moi qui te le demande. Si c'était ma sœur, tu lui dirais oui. Et bon, j'ai fini par céder.
Et vous avez donc cédé malgré vous. J'ai cédé malgré moi, et là encore, ça a été très difficile. Ouais. Parce que, oui, oui. Ah, là, vous avez eu du mal. Non, j'ai commencé par écrire, pour leur faire plaisir. J'ai écrit donc 4 contes, mais que je les ai écrits à ma manière. Oui. C'est-à-dire qu'en associant le conte, en racontant la chose, je pointais les différentes, la constitution du souvenir, la façon dont il intervenait, les points de rencontre, les points de ceci et de cela, et où je faisais des commentaires, vous voyez, des commentaires pour en tirer en quelque sorte une leçon, un enseignement. Et je leur ai envoyé ça en leur disant, vous voyez, je vous fais plaisir. Ils m'ont dit le conte très intéressant, les commentaires, on n'en a rien à faire. Donc ça a été de haute lutte. J'étais là en me disant, je ne peux pas ne pas leur faire plaisir. Donc, mais comment faire? Alors, l'une d'entre elles m'a dit, c'est simple, tu changes d'éditeur. J'ai dit, mais moi je suis un essayiste, je ne suis pas un écrivain. Tu changes d'éditeur, comme ça tu restes tu deviens écrivain ailleurs. Je dis, non, pas question, je suis essayiste. Et donc, jusqu'à la fin, là, ils ont toujours trouvé tout à fait intéressant tout ce que je raconte, sauf le début. Elles ont dit, non, tu sais, cette histoire de la théorie du souvenir... Oui, parce que vous commencez par ça. Mais alors, moi, je voudrais que vous lisiez, si ça ne vous ennuie pas, enfin, sauf si vous répudiez cette partie-là de votre livre, mais là où vous expliquez que vous ne voulez pas écrire votre autobiographie. En fait, c'est 2 pas. Voilà, vous lisez jusque là. Voilà, d'accord. Voilà. Ça vaut pour en finir une bonne fois pour toutes avec mon autobiographie. Voilà. Allais-je me lancer dans une autobiographie, un exercice auquel j'ai toujours répugné, tant je sais les complaisances qui peuvent parfois s'y glisser. Il ne pouvait en être question. À ces réticences autour de cet éventuel glissement s'ajoutait le fait que je ne considère sincèrement pas avoir eu une vie qui méritait de faire l'objet d'un récit structuré. J'ai eu la vie que j'ai eue, comme chacun a eu la sienne. Quelle vie n'est pas particulière et passionnante à nombre d'égards? J'ai exercé ma profession de pédiatre libéral, comme il y en a beaucoup, non pas dans un quartier huppé qui eût pu me conférer quelques prestances, mais dans un quartier modeste et populaire dont l'atmosphère m'était familière. J'ai fait une psychanalyse, certes, mais cela n'a rien d'exceptionnel. Je connais des dizaines de confrères qui en ont fait une également. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien découvert. J'ai veillé à me tenir hors de l'institution et à respectable distance d'elle. Je n'ai appartenu à aucune école et à aucune chapelle. Je n'ai pas donné un enseignement ni ouvert un séminaire. Je n'ai pas fait école, je n'ai pas eu d'élèves. Je n'ai formé personne et mes publications faisant état des perspectives ouvertes par ma clinique et portant essentiellement sur l'enfant et son environnement n'ont rien changé à l'enseignement de la pédiatrie ou à la pratique des pédiatres, tout comme ils n'ont pas eu le moindre impact sur l'évolution des mœurs ou le discours social. Tout cela n'entrait d'ailleurs pas dans mes objectifs, pas plus qu'il n'aurait pu le faire. J'ai toujours été un solitaire et presque un marginal en apparence. De fait, même si rien ne le laisse penser, je ne suis toujours pas sorti de mon statut de migrant. Encore que je doive introduire une nuance d'importance autour de ce mot. Le migrant garde en lui la nostalgie d'un lieu qu'il a quitté. Moi, je n'ai la nostalgie d'aucun lieu. Je n'ai pas la nostalgie de la Libye, encore moins celle de l'Algérie. Je me suis intégré parfaitement, même, mais sans jamais me fondre dans la masse et m'assimiler. Je ne parviens toujours pas à me sentir français en France, alors que je me sens l'être au plus haut point dès que je suis à l'étranger. De fait, je n'ai pas de lieu où me sentir chez moi, pas même la maison où j'habite depuis 53 ans. Je suis un atopique tellement atypique que j'ai l'impression d'être toujours en flottement à la recherche d'un introuvable support stable. C'est presque un portrait des caractères de la Bruyère. Et ça dit beaucoup de choses déjà sur vous, surtout que vous terminez une page plus loin en disant « Je pense qu'il ne restera rien de ce que j'ai produit et j'avoue n'en avoir cure ». Alors bon, néanmoins, vous l'avez écrit ce livre, hein, et donc pour vos enfants, mais vous auriez pu effectivement rester là, mais on a l'impression que vous avez été pris par le plaisir encore une fois de l'écriture et le plaisir du souvenir et du souvenir du conte. Donc, oui. C'est le conte qui vous... le souvenir, une série de souvenirs, et le premier étant celui
des contes contés par votre mère. C'est-à-dire que je souffre d'une maladie rare. Je suis un hypermnésique. J'ai une mémoire phénoménale. Et donc ma vie est entièrement faite de souvenirs. Et depuis le début, depuis le départ, je vais raconter des souvenirs de mes 3 ans, de mes 2 ans, 3 ans, par exemple. D'une part, ça c'est une chose. Et l'autre chose, si vous voulez, c'est que j'ai été effectivement nourri au conte. Et le conte, c'est extraordinaire. Je veux dire que c'est quelque chose qui est très particulier. Et justement, pour en donner une idée, je raconte comme ça que, moi je me souviens que j'ai eu des instituteurs en Afrique du Nord qui, le samedi après-midi, nous lisaient des contes. Et je disais, on entendait voler une mouche. Je veux dire, toute la classe était prise. Pourquoi ? Parce que ce que fait le conte, c'est de manier l'angoisse. C'est l'angoisse du conteur et l'angoisse de celui qui écoute le conte. Et c'est cette communication entre les deux angoisses qui font que le talent du conteur consiste à mener son public au plus haut point de l'angoisse pour le redéposer très doucement. Et cette angoisse va produire des émotions. Et les émotions, si vous voulez, vont charrier à l'intérieur de l'inconscient de l'auditeur quelque chose que le conte va lui apporter. Et donc, j'ai été nourri au conte par ma mère qui avait cette habitude, quand nous étions en Afrique du Nord, le soir, sur un tapis de paille de riz, elle s'asseyait par terre et nous, on était tous, chacun de nous avait contact à son corps et elle nous racontait. Oui. Et elle nous racontait soir après soir, soir après soir, soir après soir. Ça a duré des années. C'est un côté Scheherazade. Pardon ? C'est un côté 1001 nuits. Ah oui, mais justement. Et alors, si vous voulez, quand je dis ce qu'il en est de la dynamique du conte et que je l'explique, ça vous explique aussi tout ce que ça a pu faire chez moi. Alors, cette histoire de cet art du conte fait que, quelle que soit la matière que j'aborde, je l'aborde toujours du côté du conte. Et je l'entérine du côté du conte. C'est-à-dire que, aussi stupide que ça puisse paraître, la manière dont, à partir des molécules de benzène, on construit l'ensemble des hormones corticoïdes, et la façon dont on attache, etc., pour moi, c'est un conte. Je le prends, je le mémorise comme un conte, vous voyez, et je peux ensuite le raconter, n'est-ce pas ? Et tout ce que j'ai pu apprendre, je l'ai appris par ce biais-là, et je l'ai... Donc, si vous avec voulez, cette émotion. Avec ces émotions-là. Avec cette émotion. Et donc, de fait, le livre est assez... à des passages très, très émouvants. Hein, on sent l'émotion du docteur Naouri aussi, qui se penche sur le petit Aldo. Et aussi, là, vous décrivez ces soirées passées avec votre mère et toute la fratrie, tous les enfants sur ce tapis de paille de riz. Ce que l'on mesure dans ce livre, c'est aussi tout le chemin que vous avez parcouru et les défis que vous avez affrontés, que vous êtes efforcé de relever ou que vous avez été forcé de relever, je ne sais pas, les deux vont dans le sens. Alors, je pense que ce qui serait un peu intéressant là, c'est que vous nous retraciez rapidement, qu'on suive votre itinéraire, votre itinérance en fait, qui nous amène à franchir des mondes, parce qu'entre le monde de la Libye et de la paille de riz et le monde de Paris, c'est un grand saut dans le temps et dans l'espace. Alors, vous êtes né en Libye, à Benghazi, en 1937, et vous êtes le petit dernier d'une grande fratrie. Ma mère a mis au monde 10 enfants. 10 enfants. Oui. Et mon père est décédé 2 mois avant ma naissance. Voilà. Donc vous êtes un enfant posthume, ce qui a sans doute beaucoup d'incidence. Alors, à grands traits, vous vivez à Benghazi. C'est pas dans le cœur de Benghazi. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce quartier où vous habitez, où il y a... Oh, je le vois. Je le vois. C'était une rue en impasse qui donnait sur la mer.
Et ma mère allait souvent d'ailleurs faire la lessive à la mer. Oui. Vous voyez ? Et donc, il y avait des maisons les unes à côté des autres. Et je vous dis, ça se terminait en impasse. Et nous avions des voisins que nous connaissions et que nous voyions régulièrement. Et là, je décris d'ailleurs dans l'ouvrage la maison que nous habitions et tout ce qui s'y passait, et tout ce qui a pu éventuellement me rester comme ça en mémoire. Et je décris également un certain rituel, parce que de toutes les façons, je décris, il y avait des choses que nous répétions en Algérie, les enfants, mes deux sœurs qui étaient juste au-dessus de moi et moi, comme pour garder le souvenir de d'où nous venions. Et puis il y avait une voisine arabe qui n'avait pas d'enfant et qui était extrêmement belle, qui m'aimait infiniment et qui donc, avec laquelle, quand j'écris le passage, je me rends compte que j'ai fait mon Oedipe. Vous voyez, et c'est très étrange parce que... C'est une voisine beaucoup plus âgée que... Pardon ? C'était une voisine beaucoup plus âgée que... Elle aurait pu être ma mère. Vous voyez, bon. C'était une grande personne mariée et je craignais son mari de façon terrifiante. J'étais terrifié par son mari. Ouais. Mais ce que j'adorais absolument par-dessus tout, c'est quand elle me prenait la tête et qu'elle me la collait entre les seins. Alors j'ai retrouvé ça. D'ailleurs, j'ai retrouvé ce souvenir d'une façon très étrange. Un jour, dans un marché où il y avait des parfums, en sentant le patchouli. Et j'ai retrouvé que c'était son parfum de l'époque. Vous voyez, ça m'a sauté comme ça. Bon. Et donc, ben voilà, c'était une vie qui était entièrement rythmée par le judaïsme, c'est-à-dire qu'il y avait le Shabbat, bon, c'était important. Et il y avait quelque chose que je raconte et qui était important, c'était que tous les ans, à l'arrivée de Pessah, ma mère détruisait le four dans lequel elle faisait son pain tous les jours, qui était au milieu de la cour et qui était un four qu'elle construisait elle-même en argile et dans lequel elle faisait le pain tous les jours. Et puis il fallait faire le pain de Pessah. Et donc là, ça devenait cachère. Et elle faisait donc... Nous n'avions pas, si vous voulez, les matzot que nous avons ici. Le pain de Pessah, c'était des pitotes, si vous voulez. Donc voilà, et je pose ces éléments-là. Et il y avait... l'environnement était à la fois arabe, musulman et juif. Vous étiez dans un environnement... C'était un quartier qui était comme ça, oui. Et nous étions des familles juives et quelques familles arabes aussi. Donc, pour reprendre l'itinéraire, disons, on reviendra sur d'autres choses après, mais donc en 1942, dans cette Libye italienne qui est devenue mussolinienne, vous êtes expulsé. Alors là, j'ai pas compris si vous étiez expulsé en tant que juif, en tant que français, en tant que juif et français. Non, en tant que français. En tant que français, parce que vous êtes tous français. Toute la famille est française. Notre famille est française, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a à peu près, quand nous prenons ce voyage, quand nous entamons ce voyage, il y a à peu près une trentaine de familles. Également françaises. Qui étaient françaises, à Benghazi, à Tripoli, à Derna, dans ces villes où il y avait des juifs français. Bon, et nous étions français. Pourquoi étiez-vous français ? Ah ben ça, alors, j'ai mis du temps à le trouver. Et j'ai fait une enquête très Parce importante. Que personne n'avait, dans votre famille connue, n'avait mis les pieds en France, ni n'avait... non seulement on n'avait pas mis les pieds en France, mais on ne parlait pas français, on ne savait rien de la France, sauf que les naissances et les décès étaient enregistrés au consulat. Et ma mère, plus tard, m'a dit que mon père considérait que le 14 juillet était plus important que Yom Kippour. Ah. Alors qu'il était très religieux, c'était un homme très pieux, etc. Donc, il mettait son plus beau costume et il allait au consulat pour la fête du 14 juillet. Voilà. Mais ce sont des choses que j'ai ramassées petit à petit. C'est-à-dire que, si vous voulez, et c'est peut-être ça, quand je raconte même l'histoire de la façon dont ma mère faisait son four, etc., ce sont des choses que j'ai racontées à mes enfants pour leur expliquer, si vous voulez, quelles étaient leurs origines. Mais savoir ce que c'était que pourquoi on était français, j'en savais rien. Et je ne m'étais pas posé la question. Je n'allais pas me poser la question quand, précisément, il y a une trentaine de familles qui sont dans le même état. Et on nous emmène, donc, de Libye
dans la France la plus proche, qui est l'Algérie. Oui. Donc ça vous paraissait assez naturel d'être français et de parler arabe? Non, j'y comprenais rien. Mais j'acceptais le fait tel qu'il était, sans plus. Et puis, j'ai eu, en 1955, je passais le premier bac, il y avait 2 bacs à l'époque, et il fallait un extrait de naissance. Donc j'ai écrit à l'ambassade de France en Libye pour demander un extrait de naissance. Et c'est là que j'ai eu un extrait de naissance qui m'a d'ailleurs beaucoup coûté, puisque, en fait, je faisais mon anniversaire tous les ans le 6 novembre, parce que j'étais né le 6 novembre 1938. Et quand je demande mon extrait de naissance, je reçois l'extrait de naissance né le 22 décembre 1937. Oh, la blessure narcissique, je ne vous dis pas. J'étais le plus jeune, je m'étais toujours considéré comme le plus jeune de la classe, et donc j'étais très content d'être en plus le plus brillant. Et là, je me rendais compte que j'étais presque le plus vieux. Quelle horreur. Bon. Donc, on prend ça dans la gueule. Et quand j'ai demandé à un de mes frères pourquoi on m'avait donné cette date de naissance, il m'a dit parce que nous avions perdu tous nos papiers, donc nous avons donné des dates de naissance comme ça, celles dont on se souvenait. Et puis, bien sûr, c'est vrai que la tienne, je m'en souvenais, mais j'ai donné celle-là parce que ça nous donnait un demi-litre de lait en plus en Algérie quand on est arrivé, c'était la guerre, donc tout était rationné. Et donc, en étant né en 38, j'avais droit la famille avait droit à un demi-litre de lait en plus par jour. Et donc, bon, voilà comment les choses se sont passées. Et dans les années 58-59, il a fallu, au moment où on a créé la carte nationale d'identité, il a fallu établir la nationalité de ma mère, vous voyez, qui est devenue française parce qu'elle était autochtone, et donc elle est devenue française par mariage. Et là, j'ai fait le tour des ministères dans Paris pour trouver, et c'est au ministère de la Justice que j'ai découvert toute la généalogie. Donc nous étions français parce que, et donc c'est comme ça que j'ai remonté les choses et que j'ai récupéré tous les papiers. Un ancêtre, donc mon arrière-grand-père, oui c'est mon arrière-grand-père, est parti de Oran à 19 ans et il était rabbin. Et il était marié avec une femme de 14 ans qui, elle, était née à Jérusalem. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Mais il a manifestement voulu repartir à Jérusalem dans sa belle famille pour la mitzvah de vivre à Jérusalem. Et puis, en cours de route, il s'est aperçu. Et donc, il était français. Il était français parce que, sans aucun doute, ou son père, ou un grand, enfin n'importe qui dans l'ascendance, devait certainement, ou bien il y a 2 possibilités. Il devait travailler dans l'administration ottomane. Et quand la France a donc a conquis l'Algérie et a laissé l'administration en place, elle a donné la nationalité française aux gens qui travaillaient dans l'administration. Ça, c'est une des hypothèses. L'autre hypothèse qui n'est pas à exclure non plus, c'est que dans toute l'Afrique du Nord, des Juifs achetaient une nationalité auprès des ambassades étrangères pour pouvoir échapper à la dhimmi. À l'état de dhimmi. Voilà, pour ne pas être des dhimmis. Et donc, c'est une des 2 possibilités. Enfin, cet arrière-grand-père, donc, avec un passeport français, vient en Libye, passe par la Libye, et en Libye, le judaïsme était parti à la volo. Les gens ne l'observaient plus du tout. Donc lui, en tant que rabbin, a estimé que c'était une mission beaucoup plus grande de ramener cette communauté au judaïsme. Il est resté là, et puis il a procréé, bon, voilà. Et ça a donné comme ça, devenu au bout d'une chaîne. Français, oui. Voilà. Et donc, c'est ainsi que vous partez, comme vous dites, dans la France la plus proche, c'est-à-dire l'Algérie. Vous avez 5 ans. Et vous vous établissez pas exactement à la frontière, c'est complètement plutôt de l'autre côté de l'Algérie, à Orléansville, vers l'intérieur. Bon, là, vous y... C'est pas par hasard qu'on est allé à Orléansville. Hein, parce qu'en définitive, c'était la Croix-Rouge française qui organisait tout ça, la Croix-Rouge internationale, qui organisait tout le voyage. Et ils savaient dans quelle ville on pouvait, les villes qui pouvaient accueillir des familles de réfugiés, comme on disait à l'époque, n'est-ce pas? Et donc, nous avions, mes grands frères et ma mère avaient choisi Alger. D'accord. Et au moment de descendre à Alger, ma mère a dit non, pas question.
Et elle a fait un scandale pour Prona et ailleurs. Donc mes frères ont dû intervenir, parler, etc., etc. Et on nous a donc descendus à l'arrêt de la ville qui accueillait des Juifs, qui était Orléansville. Mais alors, mes frères ont demandé à ma mère pourquoi est-ce qu'elle avait changé d'avis. Et elle leur a imposé ça. Elle a dit, au moment où nous allions descendre, j'ai vu sur le quai de la gare un couple et le monsieur embrasser la femme sur la bouche. Je me suis dit, je ne peux pas soumettre mes enfants à une telle impudeur. Donc, il n'est pas question qu'on reste dans ce pays. Voilà. Bon. Elle a peut-être été déçue à Orléansville également. Oui, mais à Orléansville, ça ne se voyait pas autant. D'accord. Oui, et donc, bon, vous arrivez là, vous ne sortez... Nous étions 3 familles là-bas. À 3 familles. 3 familles à descendre à Orléansville. Et c'est là d'ailleurs que nous avons découvert qu'une des autres familles s'appelait Naouri et que c'était un cousin de mon père, que nous ne connaissions pas parce qu'il habitait Tripoli. Oui, d'accord. Vous voyez, et que nous étions à Benghazi. Et donc, comme les autres familles étaient des familles qui avaient 2 ou 3 enfants, nous on était une ribambelle, les autres familles ont été logées dans une chambre d'hôtel, et nous on nous a donné une cave de 20 mètres carrés, dans laquelle on est resté 6 ans. 6 ans dans une cave. Voilà. Et alors, bon, mais comment viviez-vous parce que ce qui frappe dans votre récit, c'est dans vos souvenirs, surtout quand on sait la suite, c'est l'extrême pauvreté dans laquelle vous avez, frugalité. Vous en parlez peu et jamais sur le ton de la plainte. Non. Et vous parlez pas d'argent, finalement. L'argent est absent de votre... Non, c'était mais néanmoins, ça devait être quand même très prégnant. Ah oui, c'était l'extrême misère. Mais sur le plan objectif, c'était probablement l'horreur. Sauf que, sur le plan objectif, mais sur le plan subjectif, à partir du moment où j'évoque moi mes souvenirs, c'était une enfance de rêve pour moi. Vous vous rendez compte, nous étions tous groupés, d'abord. Et puis ensuite de ça, j'étais chéri, adulé, aimé, l'objet d'attention de toutes les sortes. Donc je ne pouvais pas ne pas être heureux. Je veux dire que j'ai accumulé une réserve d'amour phénoménale. Et donc je ne me suis pas arrêté à cela. Et si vous voulez, j'ai eu une mère gigantesque, une éducatrice gigantesque, mais j'ai eu toute une fratrie éducatrice. Et donc, et ses frères et sœurs m'ont beaucoup marqué. Alors, vous parlez peu des sœurs. On parle peu des sœurs. On parle peu des sœurs, effectivement. Comment expliquez-vous ça? Oh, c'est très simple. Mes sœurs, il y en avait 3. Et elles se situaient, si vous voulez, donc, quand on arrive en Algérie, ma mère a mis au monde 10 enfants, elle en a perdu 3. Et donc, il y a 2 garçons aînés qui sont séparés par 5 années, c'est-à-dire qu'entre les 2, il y a eu 2 décès. Après, il y a une sœur qui vient, après, il y a encore un frère, et puis, il y a 2 sœurs et moi. Et ce qui se passe, c'est que nous arrivons en Algérie, et nous sommes l'objet de manœuvres extraordinairement insistante de la part des Juifs de la communauté. Ah oui. Oui. À l'endroit de vos sœurs? Non, à l'endroit de nous tous. Ah oui. Oui. Parce qu'il fallait impérativement que nous cessions de parler arabe, que nous apprenions le français, et surtout que ma mère cesse d'être habillée à l'ottomane comme elle l'était. Qu'elle cesse de porter un foulard. Vous voyez? Si bien que elle craignait de sortir tellement les regards sur elle étaient lourds, etc. Or, si vous voulez, à mes grands frères, cela pose un problème, parce que ce sont eux qui vont travailler, qui vont essayer de rapporter un peu d'argent à la famille. Et donc, ils cherchent à s'intégrer. Et comme ils cherchent à s'intégrer, ils ont donc une image à défendre. Et cette image à défendre est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que quand nous arrivons, ma sœur aînée à 15 ans, elle est illettrée, comme ma mère, n'est-ce pas, analphabète. Et parce que en Libye, les filles n'étaient pas mises à l'école. Elles étaient là pour devenir des mères, n'est-ce pas? Donc elles n'avaient pas besoin d'apprendre à lire et à écrire. Enfin, en tout cas, dans notre couche sociale. Alors, et ensuite de ça, quand on arrive, si vous voulez,
pour les deux sœurs qui sont au-dessus de moi, l'une a 7 ans et l'autre a 9 ans. Elles vont rentrer à l'école à 8 et 10 ans. Elles vont rentrer au cours préparatoire. Vous voyez, avec des gamines de 6 ans. Et donc, ça va être pour elles un choc tel qu'en définitive, elles vont plutôt traîner. Moi, j'arrive à l'âge normal dans l'école, et puis du fait de mon hypermnésie, ça va tout seul, etc. Tandis qu'elles, elles sont en échec. Si bien que mes frères aînés, pour pouvoir éventuellement sortir de leur statut et de leurs blessures, vont tenter de façon forcenée à les amener à avoir, et ça va être une horreur. C'est-à-dire qu'elles vont être véritablement, je dirais que ce sont elles les victimes de toute cette aventure. Et le jour où j'ai à m'occuper d'elles, parce qu'elles ont... Je dis toujours que je leur ai fait mener une fin de vie infiniment meilleure que toute leur vie entière, parce que c'est moi seul qui m'en occupais. Et ça a été toujours pour moi un énorme... Je veux dire que je... Parce qu'elles ont toujours été en porte-à-faux avec... Elles ont été en porte-à-faux et maltraitées. Toute la maltraitance familiale s'est mise sur elles. Et elles en ont payé le prix. Très cher. Très, très cher. Voilà. Alors, l'aînée, elle, s'en est tirée plutôt mieux, mais elle aussi a eu une vie extrêmement dure. Voilà. Oui. Et donc, donc ce qui frappe effectivement, c'est cette... Vous comprenez pourquoi je n'en parle pas comme ça. Je n'en parle pas plus que ça. On a l'impression que aussi que c'est une... Voilà, vos interlocuteurs, vos référents, si je peux dire, ce sont vos frères. Non, ce sont mes frères parce que, si vous voulez, ils ont d'abord une fonction paternelle. Oui. Et ensuite de ça, ce sont eux les décisions sont eux qui les prennent. Je veux dire que, par exemple, quand en 1954, au moment du tremblement de terre, où tout est fini, je dis, je vais arrêter l'école. Effectivement, ça c'est un des moments importants de votre vie en Algérie, c'est ce tremblement de terre épouvantable d'Orléansville, très connu, et où il y a eu des milliers de morts, et votre maison... tout est détruit. Tout est détruit. Mais à cette époque-là, vous étiez encore dans cette cave ? Non. Nous sommes sortis de cette cave-là au bout de, si je compte, au bout de 6 ans. D'accord. Et là, nous avons eu une maison. Et là, c'est encore une fois... Si nous avons eu une maison, c'est parce que c'est mes frères qui sont débrouillés pour pouvoir trouver la maison, etc. C'était les chefs de famille. C'était, si vous voulez, c'était le support matériel de la famille. Vous voyez. Et c'était un tel support de la famille que, par exemple, je me souviens, on me disait, mais est-ce que votre mère travaillait ? Je disais, non, elle taxait. Donc elle imposait à mes frères de remettre, par semaine, etc. De remettre donc, pour pouvoir nourrir. Bon, et ça a été un souci pour elle, un point tel que je ne le dis pas dans le livre, mais quand l'aîné s'est marié, elle l'a convoqué devant un juge pour lui faire signer un acte dans lequel il continuerait à lui donner de l'argent hebdomadaire, et que le moment où les sœurs allaient se marier, il contribuerait, etc. Quand le deuxième s'est marié, elle a fait la même chose. Et quand moi je me suis marié, elle a fait la même chose à Paris. Il n'était absolument pas question que la cohésion familiale fût trahie par une pièce rapportée. Bon, on n'est pas très surpris, vu l'intérêt que vous portez aux relations familiales et à ce qui se passe dans les familles, d'apprendre que vous étiez justement, vous avez grandi au sein d'une famille extrêmement soudée, avec des relations quand même compliquées, puisque le père a disparu. La mère est à la fois... On a l'impression que c'est... Je ne sais pas, je ne suis pas une experte des relations familiales, mais c'est à la fois une matriarchie patriarcale. C'est-à-dire que votre mère a un rôle de père, elle transmet les contes dont vous parlez, ce sont les contes que lui racontait votre père. Oui. Donc elle transmet. Elle n'arrêtait pas d'en parler. Oui. Mais en même temps, ce sont vos frères qui font bouillir la marmite et puis on sent. Mais quand tout à l'heure vous parlez d'environnement d'enfants, on est en plein dans l'environnement, d'accord. Oui. Et dans cet environnement, ce que vous ne citez pas, on parle de la mère, on parle des frères, mais on parle de la culture.
C'est-à-dire qu'en définitive, et l'ouvrage commence par une série, très vite par une série d'aphorismes que j'ai entendus toute ma vie, et qui étaient des aphorismes que ma mère disait. Ma mère ne pouvait pas vivre une situation sans trouver un aphorisme qui lui convienne. Vous voyez. Bon, et j'ai eu, il y a peu de temps, j'ai rencontré une femme libyenne, une chirurgienne libyenne, avec laquelle j'ai beaucoup parlé, parce que je n'ai jamais retrouvé de Libyen, de ce qui c'était que la Libye. Et ça a été pour moi un énorme choc de me rendre compte que ma mère n'était pas, comme je l'imaginais toujours, une juive libyenne, c'était une libyenne juive. Vous voyez? Et les aphorismes que je connaissais ou que j'entendais, ben cette chirurgienne les avait entendus de sa propre mère. Vous voyez? Donc, si vous voulez, il y avait une culture qui menait les individus, et qui apportait aux individus quelque chose d'une vision du monde tout à fait singulière, mais qui était en même temps pleine de sagesse. Vous voyez? Et qui enseignait le monde. Oui. Et donc, en fait, c'est l'autre chose qui frappe également quand on vous lit, c'est à la fois de voir cette famille très soudée, cette famille pauvre et soudée, très solidaire, hein, qui permet à chacun de plus ou moins s'en sortir, hein, et également qui traverse des cultures, qui traverse des mondes. Voilà. Vous êtes à cheval, enfin, ou entre plusieurs mondes. Donc là, ce monde que vous découvrez bien plus tard comme étant proprement libyen, là, vous allez découvrir la France en Algérie, ou une culture française. Et puis alors, la question, tout cela évidemment est porté par des langues. Oui. Donc, votre langue maternelle, c'était... C'est un judéo-libyen. Oui. Oui. Qui est une langue composite que j'ai passé mon temps à essayer dont j'ai passé mon temps. C'est pas par hasard que j'ai fait une formation linguistique, par exemple, vous voyez. Ah oui. Bon, dont j'ai essayé de découvrir. Alors, elle était composée de la base, c'était quand même l'arabe, d'accord. Et autour de l'arabe, il y avait de l'hébreu. Vous parlez au passé. Pardon. Vous parlez au passé du judéo-libyen. Oui. Ben oui, parce que plus personne ne le parle. Moi, je n'ai plus personne avec qui le parler. Vous voyez? Alors que je continue de rêver quelquefois dans cette langue. Eh bien, donc il y avait de l'arabe, il y avait de l'italien, il y avait du turc. Alors j'ai découvert les mots turcs en 1993. C'est pour vous dire tout le temps que j'ai passé à essayer de savoir, de décomposer ça. Il y avait du maltais, et puis il y avait même quelques mots d'éthiopien. Vous voyez? Et tout cela, si vous voulez, ben, ça circulait. Et moi, quand je pense qu'en Algérie, qu'on habitait dans une maison qui communiquait avec une cour dans laquelle il y avait beaucoup de femmes arabes, et ma mère leur parlait le judéo-libyen, et je me disais, mais les malheureuses, elles ne comprennent rien. Et ça a été le choc de notre arrivée en Algérie, puisque nous avions notre parler, et on avait des voisins arabes. Et je me souviens d'un jour où ma mère s'est faite engueuler par sa voisine, vous voyez. Et elle ne m'avait rien dit de mal, elle m'avait dit « Sors jouer dans la rue ». Oui. Et la bonne femme lui dit « Mais tu n'as pas honte de parler comme ça à ton petit garçon !» Il a fallu des années pour que je comprenne que sort jouer dans la rue, dans l'arabe algérien, c'était monte prendre ton plaisir dans la touffe. Effectivement, ça prête à malentendu. Vous pouvez nous dire quelque chose, autre chose peut-être, ou ça, en judéo-libyen, qu'on l'entende, parce que c'est pas une langue qu'on entend à tous les carrefours. Ah, j'ai compris Adonai. Oui, justement. Ce qui veut dire? Qui veut dire, par Dieu, celui qui veut faire du bien ne demande pas l'autorisation. C'est beaucoup plus long en français. Voilà. Oui, c'est beaucoup plus long. Puis il y avait moi, celui que j'adore par-dessus tout, c'est Zouz Ma'ashrin, le Kidala Wahad. Deux s'entendent, c'est qu'il y en a un qui supporte beaucoup. Voilà, et donc il y en a une quantité phénoménale. Ouais. J'en ai mis quelques-uns là pour le plaisir, mais c'était véritablement enfin, je veux dire que, je dirais, si vous voulez, que
en tant que passé par l'analyse, je dirais que c'est une culture dans laquelle il y a une bonne grosse part de paranoïa. Ah, ouais, voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer? C'est-à-dire que, au fond, c'est toujours la problématique de l'autre. L'autre, on veut bien s'approcher, s'en approcher. Il est potentiellement bon, mais statistiquement hostile beaucoup plus souvent. Oui. Vous voyez? Donc, méfie-toi. Donc, il y a là, comme ça, toute une sorte de... les aphorismes sont faits pour amener quelque chose d'une stratégie possible face à l'autre. Et puis, il y avait aussi, il y en a un que j'adore aussi, qui est si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Vous voyez? C'est une grande sagesse. Cette faculté d'adaptation, vous voyez? Bon, et bon, voilà, bon, ça fait partie de ces choses-là qui sont... Et alors, donc vous arrivez en Algérie, en territoire français, qui va bientôt être libéré par le débarquement allié en 42, puisque vous arrivez en mai. Quand nous arrivons, vous arrivez en août 42. En août 42, le décret Crémieux est abrogé. Est abrogé, donc, et nous arrivons, et c'est un psychodrame. Pourquoi? Parce que nous arrivons avec la civilisation des ancêtres de ces gens qui sont devenus français et qui sont tellement heureux d'être français que le jour où on leur dit vous ne l'êtes plus, ils sont horrifiés. Donc il faut impérativement que l'image du judaïsme local pour l'ensemble des Français de la ville, puisse ne pas être altérée. Et on amène, voilà. Une femme en ottomane, habillée à l'ottomane, voilà. Et des juifs qui parlent une espèce d'arabe. Voilà. Oui. Donc vous avez été relativement mal accueillis par la communauté juive algérienne. Nous avons eu l'étiquette de réfugiés. Oui. D'accord. Et on est arrivé en 42, nous avons quitté Orléansville en 54, après le tremblement de terre. Nous avons donc vécu 12 années là. Nous avons toujours été les réfugiés. Et je dis toujours que c'est extraordinaire comment, à partir de 54, on change d'étiquette, parce que nous allons dans une autre ville, et là, nous devenons les sinistrés. Et on va encore changer d'étiquette quand, en 62, là, nous gagnons l'étiquette de tout le monde, les rapatriés. Oui. Voilà. Bon. Mais c'est une belle leçon de sociologie. Oui. Alors revenons-en juste à la langue, parce que c'est important pour vous qui aimez tant écrire et qui accordez tant d'importance aux mots. Oui. Le français, votre mère ne le parlait pas du tout. Du tout, elle est morte sans jamais l'avoir parlé. Et elle ne l'a jamais écrit. Non, elle ne savait pas ni écrire. Elle ne savait ni lire ni écrire, donc vous avez été... vous le dites, son traducteur, en fait. Oui. Ce qui est quand même assez intéressant pour un petit enfant, pour un jeune enfant, parce que le français, vous l'avez appris... oui, comme ça. À l'école. Comme tous les enfants. Parce que vous n'avez pas pris de cours de français particulièrement. Oui. Vous arrivez à 5 ans, vous apprenez le français de vos petits copains. Mais finalement... Et là, vous êtes devenu quelqu'un qui est à la fois passionné par les mots, qui les manie beaucoup, qui les scrute. Est-ce que c'est la trace de ce défi que vous avez dû relever, justement, d'apprendre le français? Et vous avez mis... apparemment, vous avez eu quelques déconvenues au début. Vous ne compreniez pas les choses telles qu'elles étaient. Non. Je ne parlerai pas de défi. Oui. C'était pas... Non, c'était le cours des choses. Nous étions là, on me met à l'école, je suis à l'école. Bon. Alors, évidemment, je vous dis, je suis un hypermnésique. Et donc, même si je ne comprends pas, je retiens. Oui. Et à l'école, on nous apprend à lire. Et donc, on a un livre pour deux. Et je suis à côté de mon copain, là, mon voisin, on a un livre ouvert et le maître lit là une première fois la lecture, et après, il demande à des élèves de lire, vous voyez. Et évidemment, il interrompt la lecture en cours pour dire Jean-Pierre continue, etc. Il continue. Il fallait donc suivre pour apprendre à lire. Oui. Et moi, quand le maître avait fini de lire la lecture, je la connaissais par cœur. Et donc, je suivais une première fois, puis comme je m'ennuyais, je m'amusais. Donc,
il voulait me prendre en défaut. Voilà, en flagrant délit. Il me disait, allez, on continue. Et je continuais, puis je revenais pour faire semblant de lire sur le livre, mais je continuais à réciter. Et donc c'est pour ça qu'il s'est aperçu que ma mémoire était tellement exceptionnelle que le jour où il a eu une inspection d'académie, oh là là, ce jour-là, je me souviens. Bon. Ben, c'est moi qui l'a demandé, à qui il a demandé de venir apprendre la récitation. Et là, la récitation, c'était Alfred de Musset, vous voyez, le pélican. Oh, qu'est-ce que c'est le pélican? Je suis loin d'un, c'est quoi un pélican? Il pousse dans la nuit ainsi funèbre adieu que les oiseaux des mers désertent le rivage et que le voyageur a tardé sur la plage, etc., etc. Mais je comprenais rien. Je veux dire, j'ai compris après, mais enfin sur le champ, j'étais là en train de, c'est uniquement un travail de mémorisation, ouais. Mais une mémorisation très facile. C'est-à-dire que moi, je n'ai eu aucune difficulté à faire des études de médecine aussi difficiles fussent-elles, vous voyez. Et quand tout à l'heure je vous parlais des hormones corticoïdes, ben, je pourrais encore les écrire, vous voyez, alors que j'ai l'âge que j'ai appris ça dans les années 60. Bon. Et ça, c'est bon, c'est un don. Je pense que les génétiques, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai tant de souvenirs. Donc voilà, et donc le français vient petit à petit. Oui. Et alors, il y a mieux, c'est que en Algérie, il y a un accent. Les Français d'Algérie, c'est d'abord, il y a les an et an, tous les ans, c'est la même chose, c'est le monton. Et il y avait un élève qui venait de France et qui, lui, par exemple, disait menton. Alors que tout le monde disait le menton. Le menton. Alors, et je m'exerçais à dire menton. Vous voyez, ou alors il disait les élèves, vous voyez, les élèves, tous les élèves. Bon, lui, il disait élève. Alors, élève. Le lait. Ah là là, j'ai appris l'accent, j'ai appris le français métropolitain déjà en Algérie. Oui. Et alors, la France métropolitaine, vous arrivez en 56, oui. En 56 pour faire des études à Besançon, en l'occurrence. Oui. Bon, de cette France métropolitaine, qu'est-ce que vous saviez? Comment est-ce que vous l'avez imaginé? Tout. Ah bon? Tout. Ça, vous saviez avant même d'apprendre. Oh là là, vous n'imaginez pas. C'est pas mal. Je connaissais Paris d'ailleurs. Mais oui, je connaissais Paris parce que... Vous êtes hypermnésique de choses que vous n'avez pas vues ni apprises, c'est oui, formidable. Non, mais vous plaisantez, quand vous lisez Victor Hugo et qu'il décrit l'ensemble des quartiers, je connaissais... À travers la littérature, alors. Et alors, Maigret, Simenon. Je me suis baladé dans Paris avec Simenon, c'était énorme. Donc je savais toutes les rues de ceci, la façon de, etc. Bon, je suis allé à Besançon une première année. J'ai bien fait d'ailleurs, parce que c'était une petite ville au moins. Je n'ai pas été perdu. Mais quand je suis arrivé à Paris, ça a été l'horreur. Ouais. Bien que juste connu, ça a été véritablement... Comment est-ce que vous avez fait pour faire ces études longues et coûteuses, nécessairement? C'était l'aide familiale, là encore, qui vous a permis de... Non, j'étais boursier. D'abord, et ensuite de ça, j'ai travaillé depuis le CM2. D'accord. Ça, vous n'en parlez pas dans votre livre. Non, j'en parle pas. Il y a tellement de choses dont je ne parle pas. Bon. C'est une question qu'on se pose nécessairement. Oui, je travaillais depuis le CM2. Et depuis le CM2, je me trouvais des petits boulots. Par exemple, un médecin me confiait les factures à encaisser chez les gens, etc. Et il me donnait une somme. Vous voyez, où je faisais, ou alors j'allais garder un magasin pendant que le patron, etc. Et on me donnait une somme, etc. Et de cet argent que je gagnais, quand je gagnais cet argent, ma mère me le prenait entièrement. Je vous ai dit, elle taxait. D'accord. Raquette maternelle. J'en voyais pas un sou. Hein, c'était vraiment bon. Et j'ai travaillé tout le temps. Et tout le temps, ma mère me piquait mon argent. Bon. Mes frères me donnaient de l'argent de poche. Et de ce côté-là, quand on parle beaucoup des frères, c'est qu'ils ont été tout à fait importants dans mon destin, dans la mesure où, je me souviens, à l'âge de 6 ans, je demande à un de mes frères, donne-moi 10 sous. Il me dit, pourquoi faire? Je dis, pour acheter un livre. Il me met la main dans la poche, il me donne 10 sous. Et il me dit, toutes les fois que tu as besoin d'argent pour acheter un livre, tu peux venir me voir, je te le donnerai. C'est fantastique.
Quand, après le tremblement de terre, je dis, bon, on a tout perdu, je vais arrêter l'école pour travailler, moi aussi, et qu'on reconstruise la famille, le second de mes frères me dit, non. Dans la famille, il y a un artisan, un commerçant, il faut qu'il y ait un intellectuel. Et voilà, d'accord. Or, quand je vais partir en France en voyage, et que justement, il est question d'argent, il est question de pouvoir avoir un petit pécule, ma mère m'emmène et ouvre l'armoire, sort un foulard, et dans ce foulard, il y a C'est un important don. Des mouchoirs, tous noués, et tout ce que j'ai gagné. Qu'elle avait gardé. Ah ouais. Elle me dit maintenant, voilà, c'est à toi. Tu en as besoin, c'est à toi. Ah, c'est formidable. Je trouve extraordinaire. Une très beau geste. Voilà, c'est vraiment... Oui, oui. C'est un geste qui ne s'oublie pas. Et donc, pour en revenir aux différentes cultures que vous avez, dans lesquelles vous avez baigné, vous avez évoqué le fait que vous étiez à Benghazi, la vie était rythmée par le judaïsme, par les fêtes juives, mais vous avez eu une éducation juive spécifiquement? Vous avez étudié? Non. Vous êtes fait... Non. Oui. Et ça c'est la crise du judaïsme pour moi, si vous voulez. C'est que quand on est arrivé en Algérie, mes frères étaient très religieux. Quand je dis très religieux, ça veut dire que on ne mangeait pas sans s'être lavé les mains, sans avoir fait un motsé. Et on ne finissait pas de manger sans avoir lu les Birkat Amazon. D'accord. Vous voyez? Évidemment, on a la tête couverte. Et ça, mes frères sont très savants, eux, parce qu'ils ont fait l'école italienne et l'école hébraïque. Et l'école hébraïque leur savoir était très poussé. Le second de mes frères, qui avait une mémoire aussi grande que moi, sinon plus, et qui en plus était un hypercalculateur, lui n'est pas seulement hypermnésique, connaissait la Torah par cœur. Mais pas seulement la Torah, il connaissait la Torah, mais toutes les maftirs et tous les livres à côté. Mais j'ai pu le vérifier, parce qu'il m'arrivait, quand j'écrivais par exemple, de vouloir citer un passage de la Torah qui m'avait frappé ou un truc comme ça, mais je voulais savoir à quel endroit pour donner la référence bibliographique. Je l'appelais, je lui disais, écoute, il y a un endroit dans lequel il est question de traverser du Jourdain avec des pierres blanches, etc., etc. Il traduisait en hébreu, il me disait tel livre, tel paracha, tel verset. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Donc, ces gens-là, c'était la forte... Mais on arrive à Orléansville, il y a une synagogue, il y a des juifs. Mais ces juifs et cette synagogue, ça n'a rien à voir. C'est un autre judaïsme qui est déjà... C'est un judaïsme beaucoup plus libéral, beaucoup plus... Bon, on est ritualiste en plus. Oui. Et là, je me pose la question, c'est quoi ? Nous sommes des juifs étrangers aux juifs. Vous voyez ? C'est-à-dire que je ne suis pas capable de me dire, à ce moment-là, que notre éducation en Libye et notre vie de Libye était plus près du judaïsme que celle-là. Donc, si vous voulez, ça va être pour moi... Bon. Alors en plus, on va m'emmener, évidemment, au Talmud Torah, qui s'appelait le Midrash à l'époque. Et là, on est, je ne sais pas, une quarantaine d'enfants. Mais ça va de 4 ans à 12 ans, vous voyez. Et évidemment, comment faire pour enseigner quoi que ce soit? Alors qu'en Libye, cet enseignement était, lui, de passer de classe à une classe, etc., très structuré. Vous voyez? Donc, je vais avoir une éducation juive le jeudi et le dimanche, qui va être une éducation relativement modeste. Je vais approcher... Je sais lire, mais je ne comprends pas un mot. C'est plus tard que vous êtes plongé un peu dans le... C'est très très tard. C'est quand j'ai appris l'existence d'un séminaire de Talmud qui parlait français. Où on parlait français. Et alors là, je me suis précipité. De même que vous êtes précipité dans autre chose, enfin, c'est dans la psychanalyse, dont vous parlez
vous parlez ouvertement, vous ne faites pas de mystère du fait que vous avez fait une analyse pendant très longtemps, pendant des années, en arabe et en français, dites-vous. Oui. Oui, il n'entendait rien, le malheureux, mais c'est pas grave. Il n'entendait rien de l'arabe. Ah bon, je pensais que vous aviez trouvé quelqu'un. Ah non, pas du tout, c'était un bon français, tout ce qu'il y a de plus français. Ah oui, d'accord, vous lui parliez arabe. Non, je parlais arabe à moi. Ah, d'accord. D'accord. Mais c'est toujours l'idée c'est toujours cette fausse idée qu'on se fait de ce que c'est qu'une psychanalyse. En psychanalyse, on ne parle pas à quelqu'un. Oui. On est censé parler, mais le principal auditeur, c'est soi-même. L'autre, il est juste là pour être garant qu'il existe autre. Vous voyez? Alors quand je partais et que je commençais, c'était moi que j'entendais, c'était pas lui, c'est bon. J'ai eu une seule difficulté avec lui, une seule. Mais enfin bon, c'est que, comme c'était un analyste lacanien, on décidait de la fin de l'analyse quand l'analysant a trouvé sa lettre. Oui. Bon, c'est assez facile à comprendre. On estime qu'un individu, tout individu, est pris dans une nasse qui est faite de chaînes de signifiants. D'accord ? Vous le voyez, là, imaginez ça comme ça, il est là-dedans, et il y a des chaînes signifiantes autour de lui. Et ces chaînes signifiantes, quand elles se remontaient dans le discours, chacune se défait. Et pour amener au signifiant premier, elles sont toutes parties. Ce signifiant premier, une fois trouvé, il est lui-même appendu à une lettre. Donc la fin de l'analyse, c'est quand on a trouvé sa lettre. Et moi, j'avais trouvé ma lettre. Mais il ne pouvait pas l'entendre. C'était une gutturale. Alors, je disais, ça y est, je l'ai trouvé ma lettre. Qu'est-ce qu'il pouvait savoir, le malheureux? Alors, je lui dis, il n'avait pas repéré, il n'avait pas pu la repérer dans le discours. Vous voyez, bon. Alors il a fallu négocier cette fin en expliquant et en remontant les différentes phrases, etc. Mais c'était passionnant. Oui. C'était absolument passionnant. Et j'ai beaucoup travaillé, justement, sur la langue arabe et la manière dont les signifiants s'agençaient. Oui, parce que là, il y a à la fois la graphie qui change et des intersections, enfin des pénétration entre, j'imagine, vous êtes traversé par une graphie arabe et une graphie latine, plusieurs langues, et quand Freud s'était beaucoup intéressé, comme il avait quelques patients immigrés juifs, à la question des langues, des rêves dans des langues étrangères, des signifiants, des mots qui signifiaient autre chose dans une autre langue possédée par son patient. C'est un problème toujours passionnant. Mais alors, puisqu'on parle de psychanalyse, il y a dans votre culture héritée, culture familiale, celle que vous a transmise votre mère, dans sa culture à elle, très superstitieuse, vous nous en faites part, beaucoup de superstitions, beaucoup de mauvais œil, beaucoup de malédictions, beaucoup de choses à tenir à distance. Les rêves sont extrêmement importants. Mais écoutez, un jour, je lui dis, voilà, je fais une psychanalyse. Allez traduire le mot psychanalyse. Quand je suis déolibien, c'est pas facile. Non, mais c'est même pas ça, c'est que très très vite, je vais avoir beaucoup de difficultés à communiquer avec elle. Pourquoi ? Parce que mon stock lexical en français s'enrichit, mais j'ai pas l'équivalent dans cette langue. Donc, quand je vais lui expliquer quelque chose, il faut que je puisse traduire le terme par une périphrase. Oui. Donc ça faisait que quand je lui parlais, j'avais des phrases dans lesquelles il y avait plusieurs périphrases. Elle me regardait, elle me disait, mon pauvre chéri, quelle tête difficile, quelle tête compliquée tu as. Vous voyez ? Alors je vous donne par exemple un exemple. Vous voyez ? On va à l'école, on nous demande d'apporter un buvard. Buvard. Comment je vais trouver le mot buvard ? Vous voyez ? Alors j'arrive et je lui dis, dans notre langue, il faut apporter buvard. On me dit, Chawad, qu'est-ce que c'est ? Alors je lui dis, c'est un papier qui boit l'encre. Alors elle me dit, j'ai ce qu'il faut. Ah bon ? Et elle va dans la buanderie et elle défait un paquet dans lequel il y a des pois chiches. C'est un paquet de papier grossier, gris. Elle le met à plat et elle prend les ciseaux, elle me coupe un rectangle. Elle me dit, voilà. Je dis, mais
les buvards, ils sont roses et verts. Parce qu'il y en avait qui avaient déjà des buvards. Et alors, elle me dit, il y a des roses, des verts, il y en aura des gris. Je dis, mais c'est pas un buvard, ça, c'est du papier d'emballage. Alors, elle prend l'eau, elle jette comme ça de l'eau, et effectivement, ça absorbe. Et donc, j'ai pris mon buvard, gris. Je suis arrivé. Et dès que je l'ai utilisé, il y a eu un énorme pâté. Bon. Bon. Voilà. Alors la psychanalyse, c'est plus compliqué à expliquer que le Alors la psychanalyse, c'est beaucoup plus difficile. Ça ne se trouve pas dans un emballage de pois chiches. Attendez, alors je lui dis ce qu'il en est. Je lui dis, voilà, je vais voir un docteur, et je m'allonge et je lui parle. Et elle me dit, ah, tu as trouvé un médecin de l'écoute. Ah. Et elle me dit, c'est très bien. Je lui dis, et puis je raconte mes rêves, j'analyse mes rêves. Ça, il faut faire attention. Et elle me dit, je vais te raconter une histoire. Elle va me raconter une histoire extraordinaire, dans laquelle, si vous voulez, la leçon, c'est il ne faut raconter ses rêves qu'à un individu dont on est assuré qu'il vous aime. Mais l'histoire était passionnante. Et alors, ça aussi, c'était une de ses caractéristiques. Pour n'importe quoi, elle avait une histoire. Oui. Voilà. Et alors donc, voilà, bon, oui, on l'a fait. Oui. Mais ce qui était étonnant, alors, vous racontez notamment un de ces rêves, ces rêves agissants, ces rêves qui se réalisent, et notamment celui-ci qui est le dernier qu'elle ait raconté, où elle dit un jour qu'elle rêve qu'elle a fait l'amour avec son mari, avec votre père, et que donc elle va mourir. Et le soir même. Le soir même, oui, oui. Et elle meurt. Et elle meurt. Voilà. Alors, bon, ce sont des rêves quasiment psychosomatiques, enfin, je veux dire, où le psycho et le soma se rejoignent. Ah oui, mais... et est-ce que c'est ça? Je me suis demandé si c'était cette familiarité avec ce monde de l'invisible agissant, de l'invisible, et finalement qui est assez proche d'une définition de l'inconscient. Est-ce que c'est ce monde-là, cette familiarité-là, qui vous a amené à vous intéresser à la psychanalyse? Est-ce que ça fait un lien finalement entre vos deux cultures? Ce que vous omettez, c'est que cette personne qui donc est dans cette perception des choses, du monde souterrain, etc., confère aux mots une importance considérable. Mm-hmm. C'est avec les mots peuvent faire vivre, les mots peuvent tuer. Les mots sont à la base de tout. Et ça, elle le professe. Et elle le dit. Oui. D'accord ? C'est-à-dire que... C'est la malédiction. La bénédiction ou la malédiction, elle est très attachée à cela. D'accord ? Et c'est très important pour elle. C'est pour ça que quand je lui dis que je parle à quelqu'un, elle me dit « Ah, c'est formidable, ça. » Vraiment, elle est tout à fait d'accord. Bon, et donc le poids des mots est pour elle quelque chose d'extrême, que ce soit une bénédiction ou une malédiction. Ou que ce soit même un mot qui est dit par... Elle était... Vous voyez, par exemple, elle me disait « Je suis inquiet pour ton frère. » Ah bon ? Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'arrête pas de dire qu'il est heureux. Mais ben, et ça t'inquiète ? Oui, quand on est heureux. On est heureux. On n'a pas besoin de ne pas arrêter de le lire. Ouais. Vous voyez ? Ouais. Cette sorte de façon de voir, cette sorte de... Et donc, quand vous disiez presque psychosomatique, je m'excuse, je vais vous... Vous avez le droit. À l'âge de 70 ans, elle a fait une cholécystite. Une cholécystite, c'est une infection de la vésicule biliaire. Mm-hmm. Et cette cholécystite n'a un seul traitement, elle est chirurgical. Il faut enlever la vésicule biliaire. Et donc, je lui dis qu'il faut qu'elle soit opérée. Elle me dit non, je préfère mourir dans mon lit que sous les couteaux d'un chirurgien. Et donc, il va se passer une douzaine de jours pendant lesquels je fais venir des tas de personnes, des tas de médecins, etc., pour la convaincre. Elle ne veut rien entendre. On met des antibiotiques en perfusion, on met ça, rien n'y fait. Et la vésicule grossit, jusqu'à atteindre le volume d'un ballon de voler, vous voyez. Et il y avait les traces, on mettait et puis,
je savais que ça allait éclater, qu'elle allait faire une péritonite et mourir, quoi. C'est-à-dire, mais quand je lui disais les choses, je m'en fiche, je meurs dans mon lit, d'accord. Et un soir, je fais venir toute la famille en disant, on va essayer d'assister tous ensemble. Je dis à la famille, ce serait dommage qu'elle meure seule, c'est dommage, pas une main, il faut qu'il y ait quelqu'un pour passer la nuit avec elle. Donc comme je vous ai convoqué, je suis le premier sur la liste, cette nuit c'est moi qui vais être là, mais demain soir ce sera un tel, etc., etc. Donc j'ai établi la liste des gens qui allaient veiller. Une fois qu'ils sont partis, elle me dit, cette nuit, si tu entends du bruit, je veux pas que tu te réveilles. Ah bon? Ah bon? Moi, j'en ai marre, j'étais crevé, j'en pouvais plus. Elle me dit, t'as vu le regard de tes belles-sœurs? Quoi le regard? Quel regard? Elles étaient là. Elles regardaient l'armoire en se disant comment est-ce qu'on va partager les draps. Voilà. Hein. Tu sais, hein, les belles filles et leurs belles-mères. Tout le livre. Oui. Le livre était dans l'armoire. Je parle pas de ta femme, mais la pauvre, elle est innocente. Elle n'est pas dans cette mentalité. Bon. Et voilà, je m'endors. Le matin, je m'en vais partir. Donc je viens juste, je vais l'embrasser pour voir. Je pose mes lèvres sur son front. Elle est fraîche comme un gardon. Je lui fais prendre la température 37. Elle avait 41 tout le temps. Je lui dis, montre-moi ton ventre, je l'examine, il n'y a plus rien. Elle est guérie. Je lui dis, tu sais que tu es guérie? Elle me dit, oui. Oui, parce que vous, les docteurs, vous êtes docteurs, mais vous savez, tu sais, toi, comme les autres docteurs, vous êtes des ânes. Vous ne savez rien de la maladie. Mais la maladie, ce sont les démons, c'est les genoux qui l'amènent. Or, les genoux adorent l'huile et se réunissent tout le temps sur les paliers des pièces, et à minuit précise. C'est pour ça que j'ai dit ne pas te réveiller. Donc à minuit, regarde. Et c'est vrai qu'il y avait de l'huile sur le parquet. Oh. Oui. Quoi? Oui. Sur toutes les entrées de pièces, il y avait de l'huile. Je me suis réveillé, j'aurais mis de l'huile et j'aurais dit, écoutez, soyez gentils, je vous ai rien fait, moi je vous aime bien, je vous respecte, oui. Etc. Et je me suis massé avec. Tu vois, ils m'ont écouté. Bon, alors, c'est magnifique. Mais le plus extraordinaire de l'histoire, c'est qu'il y a une explication physiologique. Ah, le médecin reprend les rênes. Oui, pourquoi? Parce qu'elle a dû faire... la vésicule biliaire a dû s'accoler au côlon, et le pus a fait un trou dans la vésicule biliaire et dans le côlon. Et tout le pus s'est déversé dans le côlon, qui le supporte très bien. La médecine est sauve. Voilà. Et votre mère aussi, à ce moment-là. Donc, alors, à propos de médecine, malgré tout, l'essentiel de votre vie, vous avez été médecin et pédiatre en particulier. Oui. Pourquoi la pédiatrie? Les pédiatres sont des gens particuliers? Le point de départ, si vous voulez, il y a un point de départ qui est que lorsque je ne savais pas ce que j'allais faire comme étude, en fait, j'aurais volontiers été instituteur. Ah. Voilà. Ça m'aurait plu. Mm-hmm. Et puis, je ne savais pas ce que je faisais. Et j'ai donc demandé... j'ai dit à ma mère, on était en juin 1956, je dis à ma mère, je ne sais pas quoi faire comme étude, ni comme métier. Et elle m'a dit, il faut faire un métier qui s'exerce dans tous les pays du monde. En novembre 1954, la guerre d'Algérie, elle me dit, l'Algérie sera indépendante. Nous devrons partir. Nous ne savons pas si nous allons aller en France, en Israël, en Amérique, au Canada, on ne sait pas. D'accord? Donc il faut que tu fasses un métier qui se fasse dans tous les pays du monde. Et je lui ai dit, quoi comme métier? Elle m'a dit, coiffeur. C'est vrai? Tu plaisantes? Elle me dit, non, c'est un métier dans lequel il n'y a pas beaucoup d'investissement, et puis en même temps, c'est propre, c'est bien, etc. Il y a toujours du travail. Et que j'ai besoin de couper les cheveux. Je lui dis, mais pourquoi j'aurais été bachelier pour ça? Elle me dit, tu auras de la conversation et donc beaucoup de clients. Bref, à ce moment-là, je ne sais toujours pas quoi faire. Et un de mes frères me dit, sois dentiste. Oui. Et donc, je vais faire des études de dentaire, mais
la première année dentaire et la première année de médecine se font en même temps. Je les ai fait en même temps, d'ailleurs. Et puis, comme je n'avais jamais mis les pieds chez un dentiste, je me dis, mais ça ne se soigne que là. La médecine, c'est tout. Donc, je vais faire médecine. J'ai fait médecine. Et quand j'ai fait des remplacements, je me suis rendu compte que je ne supportais pas la mort des gens. Probablement pour différentes raisons sur lesquelles je ne m'attendrai pas. Mais je ne supportais pas que les gens meurent. Donc, j'ai étudié l'ensemble des spécialités en me demandant dans quelle spécialité il y avait le moins de morts. La pédiatrie m'est apparue comme les enfants ne meurent pas. Voilà. Il y avait l'obstétrique aussi. Voilà. Et donc j'ai choisi la pédiatrie pour cela. Enfin, je ne vous dis pas la suite, mais c'est pas grave. Bah, vous êtes devenu pédiatre. Voilà, je suis devenu pédiatre et j'ai beaucoup. Alors ça rejoint l'instituteur, si vous voulez. Voilà. Oui, d'une certaine façon. Mais quand je suis devenu pédiatre de ville, j'ai très vite voulu arrêter. Parce que je me suis dit que c'était pas un métier. À l'hôpital, au moins, on sait ce qu'on fait. Je veux dire, on lutte pied à pied contre la mort, contre la maladie. En ville, on voit des enfants qui vont bien, mais les parents ne vont pas du tout. Hein. Et c'est là où je me dis, j'ai mis 10 années à devenir pédiatre et je mettrai 10 années à devenir le pédiatre que j'ai enfin été. Voilà. D'accord. Donc vous êtes occupé beaucoup des parents. Beaucoup. Beaucoup. Des enfants qui ont été les parents. Des enfants ? Des enfants qui ont été les parents. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, ça n'était pas... C'était l'enfance dans le parent. Voilà. C'est-à-dire, en définitive, si je remonte, ce qui m'intéressait, c'est les grands-parents. Voilà, la pathologie à partir des grands-parents. On en revient au sens qu'a le récit de votre histoire familiale. Bon, alors, on va peut-être aborder la dernière chose. On a parlé beaucoup de mots, d'écriture, de livres et de lecture. Il y avait une ou deux lectures que vous m'avez évoquées et qui ont été des moments importants, émouvants pour vous, parce que quelque chose qu'on a bien pu voir et sentir, et l'émotion c'est important. Pour vous, l'angoisse c'est une émotion nécessaire et créatrice d'une certaine façon. Hein. Et cette émotion, vous l'avez beaucoup découverte, beaucoup également éprouvée à travers des lectures. Oui. Alors, des moments d'émotion, des livres qui vous ont donné ces moments d'émotion, vous en aviez deux à me citer qui sont... je vous ai raconté que je me sentais étranger comme juif chez les juifs algériens, les juifs d'Orléansville. Et donc, je me sentais ostracisé et marginalisé. D'ailleurs, quand j'ai dit que j'étais un marginal, je crois que j'ai passé depuis ce temps-là. Et donc, je suis tombé un jour sur un livre de deux auteurs, des frères, Jérôme et Jean Tarot. Et Jérôme et Jean Tarot, c'était des journalistes qui parcouraient le monde et qui écrivaient des livres à partir de ce qu'ils avaient constaté dans les populations juives de différents endroits du monde. C'était des antisémites notoires, mais j'étais fasciné, moi, par leurs ouvrages, parce que j'ai pratiquement tous lu. Parce que quand ils décrivaient une population juive, même avec les termes les plus méprisants qu'il pouvait y avoir, je ne voyais rien de mal, je voyais seulement qu'il y avait des juifs ailleurs. Que j'étais pas le seul à être ostracisé par ces putains d'Orléansvillois, ils auraient ostracisé tout le monde. Bon, c'était ma manière de résister comme ça. Et j'avais une telle passion pour ces auteurs qu'un jour, en première, la composition de la dissertation de français, c'était la couleur locale. Et j'ai donc énormément travaillé sur les frères Tarot et la façon dont ils décrivaient les juifs du Maroc, les juifs hongrois, les juifs polonais, les ceci et cela. Et je disais combien, par leur écriture, ils arrivaient à... Et la professeure, qui était une bourguignonne, m'a dit, Naouri, c'est très bien, mais vous savez, ils ne sont pas tellement recommandables, les frères Tarot. Et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, c'était des horreurs. Mais
Ils vous ont fait découvrir le monde juif. Je leur suis reconnaissant de m'avoir sorti, si vous voulez, de cette sorte d'effroyable solitude. Oui. Voilà. Bon. Et alors, évidemment, tous les livres qui parlent du juif m'ont toujours fait beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé. Évidemment, je suis un lecteur passionné de Singer, je suis un lecteur passionné de Albert Cohen, que j'ai découvert bien avant Belle du Seigneur, et je suis découvert comme également de Albert Memmi, de quantité de... J'ai toujours très intéressé dès qu'il s'agit de judaïsme, etc. Mais il y a une lecture qui, il y a peut-être 4 ou 5 ans, j'ai faite, qui m'a absolument bouleversé et qui m'a beaucoup appris, mais j'ai oublié le titre, j'ai oublié l'auteur. On va faire un appel à la salle, peut-être que quelqu'un va reconnaître le livre. C'est une saga dans une famille juive suisse. Et c'est là que j'ai appris, si vous voulez... Pardon ? C'est l'auteur ? Meinlitz. J'arrive pas à entendre le titre. Melnitz, c'est ça. Ah ben c'est ça. Merci. Voilà, merci beaucoup. On va vous passer. Voilà, effectivement. Et donc je lisais ce livre-là qui était passionnant et qui m'a appris comme ça que la Suisse, cette merveilleuse nation, cantonnait ses Juifs dans un certain endroit. Ils n'avaient pas le droit d'aller partout, hein. Ils étaient obligés de rester dans cet endroit-là. Et on a là, comme ça, la saga de cette famille. Et dans cette famille, il y a un des frères qui décide, lui, de quitter la religion juive, de se convertir. Il se convertit, il se marie, il a des enfants. Et puis, on voit évoluer la fratrie comme ça. Et à un moment, un fils de cet homme-là meurt, est enterré. Et ce type-là revient voir son frère. Je me souviens que j'avais lu ça dans un train, et que j'ai été vraiment bouleversé au plus haut point, parce qu'il vient voir son frère pour lui demander à son frère de lire un Kaddish. Vous voyez, ça, c'est effectivement, ça faisait partie des choses qui m'ont beaucoup travaillé sur le mode de qu'est-ce qu'on quitte ? Où va-t-on ? Mais qu'est-ce qu'on quitte et où va-t-on ramène quelque chose de la nostalgie. Et vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, je n'ai la nostalgie ni de ceci, ni de cela. Je veux dire que pour ma part, cette aventure de vie que j'ai pu éventuellement faire est plus tournée vers vers le fait que c'est plus l'avenir que j'ai choisi. Voilà, et dans l'investissement que j'ai fait de tout cela, pour faire en sorte que moi, je ne suis pas assimilé, mes enfants le sont à 95%, mes petits-enfants le sont totalement. Voilà. Merci. Bien, eh bien, je vous remercie beaucoup de ce témoignage et de cette traversée. Merci. Merci à vous. Merci.